Salut à tous, c'est Skywood. Alors suite à la demande d'un de mes lecteurs, je vais vous faire un petit screencast pour vous expliquer comment utiliser la board STM32 Discovery avec le logiciel Cocox IDE qui permet de faire du développement sur plateforme ARM. Alors le logiciel, enfin déjà la board STM32, c'est cette board là, qui est composée en deux parties. Il y a le ST-Link qui permet de faire de la programmation et le débugage, et la partie programmable qu'on va utiliser pour notre système. Alors concernant Cocox IDE, il faut savoir que c'est un logiciel qui est basé sur Eclipse, qui est gratuit, qui n'a pas de pub, enfin pas de pub pour le moment, et qui prend en charge beaucoup de périphériques, enfin beaucoup de CPU, ARM Cortex M3 et M0. Alors, vous voyez, il y en a un sacré paquet, il y a des Atmel, il y a des, par exemple, il y a la LPC 1769, dont j'ai fait le test sur mon blog, la 1343 aussi, la STM32 100 RB, 100 RB, voilà, donc ça c'est le microcontrôleur qui est intégré dans la STM Discovery, donc qui est pris en charge. Faut savoir que dans le Cocox IDE 2.2.5, il n'était pas possible d'utiliser le ST-Link, c'est-à-dire la partie débugger de la STM Discovery. On était obligé de passer par le débugger intégré dans la version light d'Atolik, qui était un des logiciels de compilation programmation recommandé par ST Microelectronics, pour faire le lien entre le ST Discovery et puis Cocox IDE. Maintenant c'est plus obligatoire, puisque comme vous pouvez le voir, dans la version 1.3 de Cocox IDE, le ST-Link et le ST-Link V2 sont pris en charge nativement par CoIDE. Alors vous voyez, hein, c'est marqué, hein, version 1.3, support des nouveaux adaptateurs de débugage ST-Link. Et puis mise à jour de quelques composants et d'exemples pour le STM32 que je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure, qui en plus m'arrange bien puisque je vais pouvoir vous montrer des choses plus intéressantes que ce que j'avais prévu. Pour utiliser pour déjà installer et utiliser le CoIDE, faut le télécharger. Alors là il y a deux choix, soit vous téléchargez directement Cocox IDE, mais vous voyez que c'est l'ancienne version, donc c'est pas très intéressant. Soit vous prenez directement CoCenter, c'est ce petit logiciel avec le logo violet, qui en fait est un gestionnaire de téléchargement. Vous cliquez sur un bouton et vous pouvez télécharger et installer automatiquement le truc que vous voulez. Je vous conseille d'installer deux programmes, CoIDE qui vous permettent de faire votre programme, et CoFlash qui va vous permettre de programmer plusieurs types de cartes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que CoIDE c'est bien pratique, mais des fois on n'a pas le code source, on a juste le .bin ou le .x, et là c'est plus pratique d'utiliser CoFlash pour l'envoyer directement sans passer par CoIDE, ça prend du temps à charger, c'est pas très pratique. Alors qu'avec CoFlash on ouvre son .bin et hop on envoie, ça peut être intéressant, il prend pas de place, il prend 2 MO, donc ça paye pas de pain quoi. Donc ensuite, une fois que vous avez téléchargé avec CoCenter, vous voyez, vous faites download, install, et c'est bon. Il va falloir que vous téléchargiez le driver ST-Link, donc vous voyez, c'est le lien en bas de page. Bon, pour accéder au site, hein, cox.org, ou Cocox sur Google, je vous mettrai le lien de toute façon sur mon blog. Et en bas de page, vous verrez, il y a ST-Link et ST-Link V2 driver. Vous allez tomber sur cette page, enfin, plus précisément, vous allez tomber sur cette page. Vous allez dans l'onglet Design Support, et vous téléchargez les deux .zip en bas, Device Programmer et SW Driver. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut d'abord installer ST-Link Utility, c'est-à-dire dans la partie Device Programmer, et ensuite installer SW Driver. En fait c'est parce que le driver qui est fourni avec le ST-Link, c'est pas la version, c'est une 1.0.11, alors que la version dans le deuxième téléchargement c'est la 1.0.12. Voilà, c'est juste une petite modification qui fera que ça marchera sous Windows 7 64 bits. Donc si vous êtes sous 64 bits, ça peut être pratique. Mais bon, ça paye pas de pain non plus. C'est à peine... ça fait 10 MO à télécharger, ça fait pas énorme quoi. Donc voilà, vous téléchargez les deux zips, vous les décompressez, vous installez tranquillement comme n'importe quel exécutable. Une fois que c'est fait, par contre, il faut faire une petite chose. Vous allez donc dans ordinateur, disque C. Alors, soit si vous êtes sur un 32 ou un 64 bits, ce sera programme ou programme file x86. Moi je suis sur un 64, donc c'est dans x86. Vous allez dans ST Microelectronics, STM32 ST-Link Utility,
hop, vous cliquez sur le machin, et vous voyez, il y a une DLL qui s'appelle ST-Link USB Driver. Vous la copiez, cette DLL, et vous allez aller la coller dans, toujours, hein, ces programmes file, cocox, coide, bin, et là vous collez votre DLL, donc vous voyez, je l'ai déjà mise, elle est où? Elle est là, et en fait, ça va permettre à coide de pouvoir utiliser la dernière version du ST-Link, et donc de fonctionner en fait. Donc une fois que c'est fait, vous fermez le dossier, vous lancez coide, donc là j'ai déjà lancé, et vous allez tomber sur cette page. Donc comme vous pouvez le voir, ça ressemble très exactement à ce qu'on trouve sur Eclipse, puisque c'est basé dessus. Les boutons et les menus, pour le moment, n'ont pas vraiment d'usage, si ce n'est le bouton Project, puisque vous pouvez ouvrir un projet, ou alors créer un nouveau projet. Mais pour créer un nouveau projet, c'est un petit peu complexe. Enfin, c'est pas énormément complexe, il y a 3 étapes à suivre. Donc pour créer un nouveau projet, d'abord vous allez voir, il y a étape 1, il faut choisir le constructeur. Donc dans notre cas, on va utiliser une carte qui est fabriquée par ST, donc je prends ST, et on va utiliser un microcontrôleur qui est le STM32-100RB. Donc hop, on clique dessus et on arrive sur la dernière étape qui nous demande de choisir les composants qu'on va utiliser. Alors il faut savoir que cette page reste ouverte, c'est-à-dire quand le projet va être créé, cette page va rester ouverte et on va pouvoir inclure de nouveaux périphériques dans notre projet. Alors il y a les périphériques de base, les CMSIS, qui sont les librairies de base pour les processeurs ARM. Donc ça, vous ne pourrez pas y échapper, elles sont cochées par défaut. Et ensuite, vous avez 2 types de périphériques, les périphériques ST et les périphériques COX. Alors les périphériques ST, c'est ceux qui sont fournis par ST Microelectronics, qui sont standardisés pour tous les STM32-100X, par exemple, vous voyez, tous les 100 quelque chose. Et puis vous avez les périphériques COX qui sont génériques pour tous les STM32, mais qui fonctionnent suivant une série de petits logiciels séparément, quoi. C'est-à-dire que là, ça va être spécifique au 100X, là ça va être plus général, mais par contre, ça va pas pouvoir être utilisé sur n'importe quel périphérique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser toujours le même code sur plusieurs cartes, mais pas sur énormément de cartes, quoi. Donc après, il y a quelques drivers intéressants. Vous voyez, si vous voulez faire des cartes SD, des drivers de LCD, 7 segments aussi, je crois. Il y a des claviers, enfin bon, il y a plein de petites choses. Vous avez aussi des systèmes de fichiers FAT qui ont été créés. Vous voyez, là c'est tout créé par Cocox, mais il y en a qui sont aussi créés par d'autres. Puis vous avez Cocox OS qui permet d'utiliser les périphériques Cox, qui est un FreeRTOS, hein, enfin une sorte de FreeRTOS, mais par Cocox. Alors voilà, si vous voulez tester, moi j'ai testé 2-3 fois, c'est bien, mais sans plus, quoi. Dans mon cas, je vais vous faire une petite démonstration avec une LED, enfin avec 2 LED et un bouton. Donc on va cliquer sur GPIO. Là il me demande si je veux confirmer de créer mon projet. Alors je vais dire non parce qu'en fait j'ai déjà créé mon projet. Donc pour vous le montrer, je vais l'ouvrir. Je vais l'appeler Blink. Le code source sera dispo sur mon blog, hein, vous inquiétez pas. Donc vous voyez automatiquement quand il l'a ouvert, il a coché les trucs que j'utilise. Alors là par exemple pour utiliser les boutons et les entrées-sorties, il faut 2 types de périphériques. Il faut le reset et le clock, puisqu'il va falloir activer les horloges qui gèrent les périphériques, enfin qui gèrent les entrées-sorties, et puis bien sûr le driver d'entrée-sortie, puisque là il va falloir l'utiliser, quoi. Dans mon code C, comment ça fonctionne? Ah oui, alors ce que vous pouvez voir aussi, sur le côté dans la help, vous avez toutes les infos sur les différentes fonctions. C'est très pratique si vous voulez savoir à quoi sert une fonction. Vous voyez, vous cliquez dessus et automatiquement ça vous affiche, ça vous dit à quoi elle sert, et puis quand vous cliquez dessus, ça vous dit le détail des paramètres d'entrée et de sortie. Au niveau de mon fichier main, le but est très simple, je vais faire clignoter une LED constamment, et je vais faire allumer une LED uniquement si le bouton qui lui est associé sera allumé, enfin sera appuyé. Donc pour ce faire, comment je vais faire? Donc déjà je vais devoir inclure 3 points H, STM32F10X.H, qui est le point H standard pour tous les STM3200 quelque chose. Ensuite il va me falloir le STM blablabla GPIO.H et le blablabla RCC.H. Donc GPIO, je vous rappelle, c'est le driver d'entrée-sortie, et RCC c'est le driver de reset et d'horloge. Ensuite, comme sur une programmation ordinateur, il va falloir un int main void. Toute cette partie qui est ici avant le wheel 1, ça pourrait être comparé à la fonction setup sous Arduino. Et tout ce qui est à l'intérieur de la boucle infinie du wheel 1, c'est l'équivalent de la boucle loop en fait sur Arduino. Alors pour faire fonctionner, pour placer une entrée ou une sortie sur un STM32, c'est pas très compliqué, hein, ça demande quelques fonctions.
Il faut définir d'abord une structure GPIO int type def, le nom que vous voulez. Cette structure en fait va contenir les différents paramètres des paths que vous allez mettre. Là dans mon cas je vais en créer deux, je vais en créer une pour les entrées et une pour les sorties, enfin une pour les sorties et une pour les entrées, pardon. Donc une qui va contenir les LED et vous voyez une qui bouton. Ensuite je vais allumer les ports A et le port C. Il faut savoir que les deux LED qui sont de base sur la STM32 Discovery sont sur le port C, path 8 et path 9. Donc vous voyez là je vais allumer le port C, enable port C. Et bien sûr le bouton est sur le port A, donc je vais allumer le port A, vous voyez GPIO A, enable. Ensuite je vais préparer mes structures. Donc dans la structure LED, je vais dire que je vais utiliser la path 8, le petit pipe, c'est-à-dire la barre verticale pour dire qu'on va utiliser une autre path. C'est-à-dire qu'ici on va utiliser la path 8 et la path 9. Donc pour lui dire qu'on va utiliser ces deux paths, il faut utiliser le pipe. En fait c'est juste que le GPIO et machin, vous voyez, c'est équivalent à des valeurs. Vous voyez ici par exemple c'est 0 fois 200 et ici c'est 0 fois 100. Donc en faisant le pipe, on mélange ces deux valeurs ensemble et on les met directement dans une seule valeur que le microprocesseur va pouvoir reconnaître tout seul après. En fait ça permet d'éviter d'avoir à faire une structure pour chaque entrée-sortie qu'on veut mettre. On peut faire toutes les entrées, toutes les sorties d'un coup. Vous voyez, j'aurais pu faire une structure input et une structure output, où je configurais toutes mes entrées, toutes mes sorties en deux structures, quoi. Ensuite, donc on a mis dans GIO pin les paths qui nous intéressent pour cette structure. Dans GPIO mode, on va mettre le mode de la path. Alors il y a à peu près 4 modes intéressants. Il y a le infloating, que vous voyez, GPIO mode infloated, qui est en fait une entrée à 3 états. C'est-à-dire que par défaut elle est en haute impédance, c'est-à-dire c'est comme si c'était un fil connecté à rien. Et puis alors soit elle va être à 0 volts, soit à 3 volts 3. Donc c'est intéressant par exemple si on doit avoir un bouton avec une résistance de tirage à l'état haut ou à l'état bas matériel. On va mettre en infloating. Si on n'a pas de résistance matérielle, on peut activer les résistances software. Pour ce faire, on va se mettre en mode IPD, Input Pull Down, c'est-à-dire tirage à l'état bas, ou IPU, c'est-à-dire Input Pull Up, qui est tirage à l'état 1, à l'état haut. Le mode out 0D, je sais pas trop à quoi il sert. Sinon, il y a le mode out PP, qui est une sortie standard, qui prend deux états logiques, soit 0 volt, soit 3 volts 3. Donc on va utiliser le mode floating pour le bouton, puisqu'il a une résistance de tirage à l'état bas matériel. Et on va utiliser une sortie standard pour les deux LED. Ensuite, au niveau de la vitesse, vous avez le choix, il y a 2 MHz, 10 MHz et 50 MHz. Le classique, c'est d'utiliser 50 MHz. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait c'est selon à quelle vitesse maximum doivent commuter vos paths. Bon, 50 MHz c'est standard, alors j'y laisse comme ça, hein, je vais pas m'emmerder. Une fois que vous avez créé vos deux structures, il va falloir les initialiser. Donc GPIO init. Sur le port C, j'initialise la structure LED, et sur le port A, la structure bouton. Alors, ne pas oublier le et commercial, puisqu'il faut passer l'adresse de la structure et non pas la valeur de la structure. Voilà, c'est une erreur de base, mais ça mettra un warning si vous l'oubliez normalement. Donc ensuite boucle infinie, puisque si on mettait pas cette boucle infinie, le programme il s'exécuterait une fois et il s'arrêterait. Il faudrait reset le contrôleur pour qu'il recommence. Donc boucle infinie. Et là, vous avez deux choix. Pour placer une path à un état logique, il y a deux fonctions, enfin il y a trois fonctions plutôt. GPIO write bit, qui prend comme paramètre le port, la path et l'état qu'on veut envoyer. Donc là on peut envoyer soit un 0 soit un 1. Ou alors sinon il y a deux fonctions qui sont en fait des alias de cette fonction writeBit. GPIO setByte, qui prend comme paramètre le port et la path, et qui va permettre tout simplement de mettre un 1 sur cette broche. Et son inverse, GPIO resetByte, qui va mettre un 0. Donc c'est exactement, en fait, si on regarde la définition de cette fonction, c'est tout simplement cette même fonction, sauf qu'ici il y a un 1, et là, ici, il y a un 0. Voilà. Alors il n'y a pas de fonction délai sur les STM32. Donc si vous voulez faire une fonction délai, il y a deux choix. Soit vous faites un truc barbare comme moi, avec une boucle floor qui fait perdre du temps. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis quelques petits zéros, histoire que ça perde un peu de temps. Donc là, ça va perdre du temps, ça va faire un petit délai, quasiment une seconde, hein, pas énorme. Ou alors sinon, vous pouvez faire quelque chose de très précis avec un timer. Vous utilisez, alors là, il faudrait utiliser, je sais plus quelle librairie. La librairie timer, voilà, timer driver, où là vous pourriez configurer le timer pour 1 milliseconde, puis vous incrémentez au bout de 1000 millisecondes, vous faites un truc, puis vous pouvez faire un peu comme avec l'Arduino, une fonction délai très précise.
Mais bon, c'est un peu complexe et puis je suis un peu feignasse, alors bon, je le fais pas. Une simple book for, moi ça me suffit, je vais pas aller regarder si ça fait 750 millisecondes ou si ça fait 1 seconde 0,8, enfin bon. Voilà, ça fait un délai, c'est tout ce que je veux. Ensuite, pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les boutons, la fonction qui va bien, c'est GPIO underscore read input data byte, qui prend comme argument le port sur lequel on va travailler et la broche sur laquelle on va vouloir lire l'état. Donc cet état, en fait, il retourne soit 0 soit 1, qui est un alias de bit set et de bit reset. Vous voyez, bit reset c'est 0, bit set c'est 1. Et ben ça va tout simplement retourner ça. Et moi dans mon cas, je voudrais, quand j'appuie sur le bouton, allumer la LED, et quand je le lâche, et ben l'éteindre. Alors il y a deux choix. Soit vous pouvez faire directement un GPIO write byte avec i, comme je l'ai fait ici. Soit vous pouvez faire un if i égale le bit set, c'est-à-dire égale 1, set byte machin, sinon reset byte machin. Voilà, et puis un petit délai. Faut savoir aussi qu'il y a une autre fonction qui s'appelle GPIO read input data, tout court, sans le byte en fait, qui prend comme argument uniquement le port sur lequel on va travailler. Il demande à ce que tout le port soit placé en entrée, c'est important, et il va venir lire l'intégralité du port, et il va retourner une valeur sur 16 bits, qui contient tout simplement tout le port, toutes les pattes d'un coup. Alors bien sûr, chaque 0 et 1 de la valeur en 16 bytes correspond à une patte en entrée-sortie, quoi. Donc après il faut faire un bit read, un bit set, enfin un bit read surtout, pour voir quelle patte qui nous intéresse, à quel état elle est, etc. Il y a aussi le même type de fonction pour GPIO write, sans le byte tout quoi, qui prend comme argument le port sur lequel on va travailler, et une valeur en 16 bits, qui est la valeur qu'on va directement envoyer à tout le port d'un coup. C'est très pratique si vous êtes dans des applications qui demandent à charger de manière parallèle, vraiment parallèle, des données. J'imagine par exemple, vous devez travailler avec une matrice de LED, et si vous faites par exemple plusieurs write bytes suivis dans une boucle par exemple, il va y avoir un petit décalage entre chaque write byte qui va correspondre à un cycle ou deux d'horloge, et donc ça va être un petit peu ennuyeux puisque ça va être décalé et vous risquez d'avoir une sorte de saccade sur votre matrice. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de faire un chargement parallèle, c'est-à-dire que là, en une seule instruction, tous les ports sont mis d'un coup, donc il n'y a pas de décalage et vous avez vraiment des choses très linéaires et sans saccade ni rien. Donc suivant l'application, il faudra choisir GPIO write ou GPIO write byte. Pareil pour read et read byte. Donc voilà, très classique. Ensuite, au niveau de l'utilisation du debugger. Donc vous avez installé votre driver, vous avez fait tout votre truc. Vous avez plusieurs choix pour envoyer votre programme. Soit vous pouvez appuyer sur le petit bouton build ou sur F7 pour compiler votre programme. Là ça va afficher la console. Si vous voyez build successful, c'est qu'il a construit, vous avez la taille du programme. Si vous avez un truc en rouge, c'est que c'est pas bon, il y a une erreur. Et là maintenant vous allez vous retrouver dans le dossier Blink, par exemple ici debug, vous allez avoir un fichier bin qui est ici, qu'il va falloir envoyer sur votre STM32. Alors là vous avez plusieurs choix. Soit vous utilisez le logiciel ST-Link Utility, donc vous connectez votre ST Discovery, vous choisissez votre fichier et vous faites programmer. Soit vous pouvez utiliser Cocox Flash, qui va vous permettre de programmer de la même façon. Donc là très simple, vous voyez, choisis ST, sans RB, l'adaptateur ST-Link, il est là, ça on n'y touche pas, ça on n'y touche pas. Vous mettez ici votre fichier .bin et vous faites programme. Voilà. L'avantage comme je le disais, de CoFlash, c'est qu'il prend plusieurs types de périphériques. Par exemple, il peut prendre les bords LPC, il peut choisir plusieurs types d'adaptateurs, donc c'est assez pratique. Ou alors sinon, ce que vous pouvez faire, vous cliquez sur le petit bouton Debug Configuration, vous allez dans le nom de votre projet .configuration, vous choisissez ST-Link, port SWD, fréquence on touche pas, ça on n'y touche pas, le port non plus, ça non plus, on fait Apply, Close, et à ce moment là ce que vous allez faire c'est que vous allez pouvoir directement programmer et débugger votre STM Discovery, puisque depuis la version 3, et maintenant, enfin 1.3, vous pouvez justement débugger avec le ST-Link, comme vous pourriez le faire avec la version de démo de Atolik. Donc là on appuie sur Start Debug, tac, il compile, il envoie dans la carte. Voilà, c'est bon, il a tout envoyé. Ici sur la droite, vous avez les codes assembleurs qui correspondent aux différentes parties du code C. Et ici, vous avez la petite flèche pour vous dire que vous êtes en train d'exécuter la fonction à ce moment-là. Ce qui est bien pratique, c'est que vous pouvez faire des points d'arrêt. Alors par exemple, je vais faire un point d'arrêt au niveau du if.
voilà, pour tout simplement pour vous montrer l'état du i. Et je vais en faire un autre ici pour vous montrer l'état du i avant. Donc là je fais play. Oups, je me suis foiré. J'ai appuyé sur stop. Normalement il va marcher. Voilà, c'est bon, je suis revenu à l'état normal. Oui, j'ai appuyé sur stop sans faire exprès. C'est une grosse erreur de ma part. Donc je vais cette fois-ci appuyer sur play. Alors oui, juste avant, vous voyez que là ici j'ai pas initialisé i, donc il a une valeur totalement aléatoire. C'est tout à fait normal dans la mesure où, comme il n'a pas été initialisé, il a une valeur qui correspond à ce qu'il y a en ce moment dans la RAM à la case qui lui est allouée. Et puis bon, comme la RAM au démarrage, elle a un état totalement aléatoire, et ben, vous voyez, il y a une valeur complètement aléatoire. Si je fais play, je vais tomber sur le premier breakpoint. Là, vous voyez, je viens de sortir d'une boucle où le i était incrémenté jusqu'à 10 000, enfin jusqu'à 1000, je sais pas combien. Vous voyez la valeur. Là, ici, par contre, elle a été initialisée à 0, ça s'est incrémenté, et là, maintenant, la valeur, elle est ce qu'on voulait. Donc comme ça, vous pouvez suivre les variables, contrairement par exemple à l'Arduino, où vous êtes obligé de faire des serial.print pour vérifier à quel endroit vous vous arrêtez, qu'est-ce qu'il y a comme bug, l'état de vos variables. Là, c'est bien parce que vous pouvez faire des breakpoints, vous pouvez stopper votre programme à telle ligne, vérifier l'état des variables, voir si elles sont cohérentes, puis tout de suite voir s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, vous pouvez vous le modifier, vous relancez le debug, et hop, c'est reparti. Donc là, je vais relancer le play, tac, il se bloque au deuxième breakpoint. Vous voyez i égale 0 puisque j'ai pas appuyé sur le bouton. Maintenant je vais appuyer sur le bouton, je vais relancer le play. Je vais le relancer un autre coup. Et vous voyez maintenant i égale 1 puisque j'ai appuyé sur le bouton, donc maintenant i égale bit 7, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc c'est bien pratique, hein, c'est vraiment le genre de truc qui est très facile à utiliser et qui vous permet de construire, enfin de faire des programmes bien plus rapidement que vous pourriez le faire avec tout simplement avec une carte Arduino par exemple. Et de manière bien plus puissante, puisque faut savoir que, par exemple, si vous regardez, il faut que je sorte du debug. Si vous regardez au niveau des exemples de RCC, View, vous voyez que vous pouvez faire monter, vous voyez, il y a une fonction qui est déjà prête, oups, c'est celle-là, qui vous permet de faire monter l'horloge interne du STM32 à 72 MHz, ce qui correspond à 9 fois la vitesse d'une carte Arduino. Alors à ça vous ajoutez le fait que c'est un processeur 32 bits, et vous voyez tout de suite la puissance que peut avoir cette carte STM32 Discovery. En plus, le tout pour 10 €, on va vraiment pas se plaindre. Maintenant, le débugage intégré dans un logiciel qui est, faut dire, c'est très sympathique CoIDE, c'est vraiment un logiciel vachement sympa. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de truc limitation de débugage. C'est vraiment très très sympa. Donc, pour moi, franchement, la STM32 Discovery, c'est la plateforme de développement que je conseille. Franchement, une fois que vous êtes un petit peu habitué aux fonctions, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler très vite et bien. C'est vraiment une super une super board de développement. Il y a aussi les LPC qui sont pas mal. Alors, il y a à peine une semaine, STMicroelectronics a annoncé la STM32F4, qui est encore un cran au-dessus par rapport à ses concurrents, puisque ça va être un STM32 avec une mémoire RAM, une mémoire flash qui commence vraiment à être très grande, entrée micro, sortie haut-parleur avec DSP, c'est-à-dire Digital Signal Processing. Vous pourrez par exemple faire des équaliseurs avec des choses totalement dingues, USB, des entrées-sorties en pagaille, et puis une puissance de calcul qui commence vraiment à devenir complètement hallucinante. Je pense que la STM32F4, elle devrait être intégrée dans la prochaine version de CoIDE, comme par exemple le debugger LPC qui devrait aussi être intégré. Et franchement, ça s'annonce vraiment du très très bon. Et alors du très 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 bon. Bon, je vous fais pas une vidéo, de démo dans le monde réel, hein, parce que c'est vraiment pas utile. Vous verrez juste une LED bleue qui clignote et une LED verte qui s'allume quand on appuie sur un bouton, c'est pas vraiment utile. Ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est je vais mettre le code sur mon blog, skyduno.wordpress.com, et ce que je vous conseille de faire, c'est vous installer votre CoIDE. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à poster un commentaire sur le blog, pas sur les commentaires de la vidéo, parce que c'est pas super sympa c'est pas pratique pour moi pour répondre. Mais vous verrez, c'est vraiment pas compliqué, et c'est plus sympa pour vous de le tester vraiment par vous-même. Voilà, donc c'était une petite vidéo de démo de CoIDE.
Et puis voilà, j'espère que vous serez là pour ma prochaine vidéo. Demain je vais attaquer